Affaires publiques, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix. Gilles Clavreul, bonjour. Bonjour Alexis. Grand plaisir de vous recevoir ce vendredi à Judaïque FM. Vous êtes le délégué général du think tank L'Aurore. C'est un think tank influent, on va y venir, qui est dans la sphère du républicanisme français. Vous êtes préfet honoraire. Vous avez longtemps travaillé à la tête de la DILCRA, aux côtés du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, dont vous êtes un proche. Puis Bernard Cazeneuve. Et Bernard Cazeneuve, dont vous êtes un proche aussi. Comment vous sentez cette rentrée ? Elle est compliquée pour plein de raisons évidentes sur lesquelles j'ai même pas besoin de m'étendre. À la fois la poursuite de la propagation du Covid qui, bon, c'est malheureusement pas ce qu'on espérait et c'est un peu ce qu'on craignait, c'est-à-dire que le virus continue de répliquer, de circuler et il pose des problèmes sanitaires qui nous obligent tous collectivement à... Vous qui êtes un observateur acéré de la vie politique française, vous pensez que les Français n'ont pas pris suffisamment au sérieux les mises en garde que les ministres de la Santé successifs leur ont adressées? C'est difficile de généraliser parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les clusters se forment comment? Généralement dans un cercle familial ou amical, quand il y a une dizaine de personnes, mais parfois moins d'ailleurs, qui sont pas prudents. Bon, et quand on se sent en sécurité et qu'on on enlève les masques, et que voilà. Après, comme je le fais là devant vous, mais on a suffisamment de distance entre nous, a priori, ça respecte. Nous l'espérons. Les protocoles qui vont bien. Bon, donc on a cet aspect, la crise sanitaire qui est là, et franchement, personne peut dire si ça va s'arrêter ou se résorber dans 3 mois, dans 6 mois ou malheureusement plus. Donc voilà, on a ça. Et puis on a la crise économique, sociale qui est devant nous, qui va avoir des conséquences nécessairement très lourdes, pour lesquelles il y a tout un tas de mesures qui sont prises, et on verra bien leurs effets. Néanmoins, cette rentrée est évidemment très difficile et très spéciale, c'est évident. S'ajoute à ça, ça vient sur un fond de maux structurels dans la société française qui, en ce qui nous concerne, quelques amis et moi, a été à l'origine de la fondation du Printemps républicain, a été à l'origine de la fondation de l'Aurore, c'est-à-dire l'idée qu'il faut absolument s'occuper de la question républicaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la société française tient debout, par quel principe, sur quel principe elle s'ordonne, qu'est-ce qui fait que les Français s'agrègent ensemble, ont des projets ensemble, se comprennent dans la limite, bien évidemment, des désaccords et de la diversité, des idées, des origines, des classes sociales de tout un chacun, mais quand même, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à tenir sur l'essentiel? Et c'est ça, aujourd'hui, qui est, à mon avis, la question centrale, politique, à laquelle tout le monde doit chercher des réponses. Qu'est-ce qui fait lien, qu'est-ce qui fait ciment, qu'est-ce qui fait France, comme on dit aujourd'hui, entre les Français, des Français d'opinion et d'origine très différentes? On va y venir, évidemment, dans un instant. C'est la question républicaine par excellence. Vous avez raison, qui est au cœur de vos activités, Gilles Clavreul. Mais avant tout, peut-être un commentaire politique. Le président de la République l'avait promis, à l'issue de ce qu'on appelle désormais la première vague du coronavirus. Il avait dit: il faut se réinventer, et ça me concerne, moi, au premier chef, dans un discours qui avait d'ailleurs été salué pour sa radicale sincérité. Est-ce que le compte y est? Est-ce qu'il s'est correctement réinventé, d'après vous, en changeant de Premier ministre, en changeant de gouvernement, en faisant des appels appuyés à cette France périphérique qui se sentait délaissée depuis 3 ans? Alors ça, on ne peut pas lui faire le reproche d'avoir été tiède ou de ne pas avoir pris son risque, selon la formule qu'il aime bien lui-même, puisqu'il a, au sortir du confinement, un Premier ministre qui est très populaire, à qui on fait crédit d'avoir plutôt bien géré les choses, en tout cas aussi bien que possible, d'avoir tenu un langage de vérité, d'avoir été en phase avec les angoisses des Français. Mais quelqu'un qui représente les centres urbains privilégiés. Peut-être. En tout cas, il le change, ce qui n'était vraiment pas évident, parce qu'on s'attendait, beaucoup de commentateurs, à ce qu'il soit plutôt reconduit. Il le change, il change une grande partie de l'équipe gouvernementale, et c'est vrai aussi, il change de discours et de posture. Il y a un aspect, un secteur sur lequel il a voulu de fait plus particulièrement insister. Vous avez parlé des territoires périphériques et des Français qui sont plus dans la peine, dans la difficulté, qui sont plus loin du ballon, qui se sentent délaissés. Bon, en effet, il en a parlé et il a tenté de répondre à ça, notamment en renforçant la partie régalienne de son action et de son dispositif gouvernemental, et ça s'est traduit à la fois par des mots et par des nominations. Alors un homme, justement, comme Jean Castex, représente
même s'il est du sérail politique naturellement, mais il représente cette France des territoires, cette France qui n'est pas justement la France des centres urbains. C'est un Gersois, gascon, établi depuis de longues décennies dans les Pyrénées-Orientales, dans la petite ville de Prades, dont il est maire. Est-ce que c'est un bon casting, justement, ça, au départ, avec ce bel accent occitan matiné de catalan? Est-ce que c'est le bon casting, ça? C'est amusant parce qu'au moment de sa nomination, comme il n'était pas connu du tout, sauf vraiment dans un tout petit milieu professionnel et politique, il y avait beaucoup de commentateurs qui disaient « Oh, mais alors, c'est une nomination de convenance personnelle pour Macron, il nomme un techno, un factotum. » Bon, on a vite vu que c'était pas ça du tout, Castex, au contraire. Cette petite bulle a sous-estimé Jean Castex. Complètement, alors que c'est un homme... Bon, moi, il se trouve que je l'ai croisé professionnellement il y a 20 ans, quand je commençais ma carrière. Lui avait quelques années de plus, mais enfin, il était plutôt aussi en début de carrière. Il était dans le corps préfectoral à l'époque. Il était secrétaire général de la préfecture du Vaucluse. Et d'ailleurs, d'une part, il y était comme un poisson dans l'eau. On voyait qu'il aimait ça, c'est-à-dire l'administration du territoire, le régalien. Bon, il était tout à fait à l'aise et il pensait d'ailleurs poursuivre sa carrière. Et puis, ça s'est pas trouvé comme ça. Mais enfin, en tout cas, oui, il avait vraiment, il répondait à beaucoup de critères sur lesquels, jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron s'était montré tout à fait à son affaire ni à son avantage. Donc, il a cherché la complémentarité. Voilà, c'est intéressant. Justement, Gilles Clavreul, est-ce que Jean Castex est un républicain à la Gilles Clavreul? Ça j'en sais rien. On pourrait inverser la question en termes à tous égards. Vous avez raison. Est-ce que Gilles Clavreul est un républicain à la Jean Castex? Alors, écoutez, de ce que je sais de lui, même si on n'a pas la même sensibilité politique, oui, j'ai envie de vous répondre oui. En tout cas, il l'a dit de manière très claire, très très nette dans ses premières interventions. Il a parlé de la République, il a parlé du territoire. Je préfère dire le territoire que les territoires pour plein de raisons. Mais bon, il a parlé de la laïcité de façon très appuyée. Il a dit son engagement à faire respecter la laïcité avec exigence. Donc il a donné, si vous voulez, un certain nombre d'assurances, y compris dans sa déclaration de politique générale. Tout ça, ce sont les intentions. Non mais attendez, on sait qu'historiquement, les relations personnelles d'Emmanuel Macron et de Manuel Valls, qui incarne cette laïcité républicaine, ont connu des hauts et ont connu des bas. Il y a eu des différends entre eux, notamment au moment de la dernière présidentielle. Néanmoins, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que sur la durée, Macron, dont on a fait rapidement le procès en disant il comprend rien à la République, il comprend rien à la laïcité, a récupéré, sans le dire, cette partie du logiciel valsiste, et qu'aujourd'hui, la présence de Castex à ses côtés, j'allais dire, ratifie en quelque sorte ce virage stratégique? Je pense que vous avez raison, mais vous l'avez dit, il le fait sans le dire, sans reconnaître la dette d'une certaine façon politique. Et vous ne croyez pas qu'en politique, ce qui importe, c'est plutôt ce qu'on fait que ce qu'on dit? Je ne sais pas, oui, mais on a besoin de clarté à la fois sur les mots et sur les actes. Là, malheureusement, alors c'est là où je bémolise un peu mon propos. On était parti, donc je le disais, moi j'étais assez bluffé par cette capacité de réinvention et à mettre une nouvelle équipe, un nouveau discours et donc être conscient de ses faiblesses, parce que je crois que c'était pour Macron une vraie faiblesse que un peu ce point aveugle sur les questions régaliennes, sur les territoires, etc. Donc, il a eu conscience du problème, peut-être un peu tardivement, parce que ça fait déjà plus de 3 ans qu'il a été élu, peut-être un peu tardivement, compte tenu de la gravité structurelle ancienne des failles sociales et territoriales du pays. Vous croyez pas que le déclic dans sa tête, en fait, il commence avant l'épisode de Covid-19, il commence lorsque, pendant quelques jours, la plupart des commentateurs politiques se disent, ça y est, les gilets jaunes vont prendre l'Élysée et le président de la République va être chassé. Et là, il se dit, effectivement, il y a quelque chose, alors on l'appelle comme on veut, mais il y a une révolte populaire qui est intense, qui est portée naturellement par des médias complices, mais qui est intense. Il faut que je réponde. Il faut que je réponde intelligemment. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Effectivement, les gilets jaunes ont été un moment fondateur de ce point de vue-là. Il a commencé par être, un peu comme tout le monde d'ailleurs, par être très désemparé, par une crise sociale d'une nature très particulière que personne n'avait vraiment vu venir et dont on a eu, ou en tout cas certains, pas tout le monde je pense, ont eu du mal à comprendre la nature, la spécificité, le caractère inédit. Bon, toujours est-il que maintenant nous sommes au 3 septembre 2020, où en sommes-nous? Alors c'est là que je suis un peu plus critique si vous voulez, parce que d'une part je pense qu'il est bien tard, d'autre part
La profondeur de la colère rentrée des Français pour plein de raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, font qu'il y a une circonspection, enfin c'est plus qu'une circonspection, un sentiment de désillusion qui fait que beaucoup de Français n'attendent plus rien, en réalité, à tel point qu'ils n'écoutent même plus ce qui se dit. Alors, nous, ça nous intéresse beaucoup la politique, on scrute les déclarations, etc. Il y a beaucoup de Français qui n'écoutent plus du tout et depuis longtemps. Le journaliste Gérald Dandrieux avait très très bien raconté ça dans son livre qui s'appelle Le peuple de la frontière, où pendant la campagne présidentielle de 2017, il suit la frontière de Dunkerque à Nice, enfin à Menton plutôt, et il rencontre des gens qui ne calculent même pas la campagne présidentielle, ils écoutent même pas, ils savent pas qui est Macron, et ils sont complètement en dehors de ça, parce que leurs préoccupations sont beaucoup plus terre à terre, hein. Elles sont au jour d'après, elles sont gérer le découvert sur le compte en banque. Pour reprendre les termes que vous employez de Gérald Dandrieux, ce peuple de la frontière, vous ne pensez pas que depuis qu'il voit Castex, avec son accent occitan, depuis qu'il voit Darmanin avec sa fermeté sur le régalien, il est un peu rassuré ? Oui, peut-être, mais à condition de ne pas être dans le en même temps. Là, les bisbilles qui commencent à prendre une ampleur qui d'ailleurs inquiète le Premier ministre et l'a contraint à un recadrage ce matin entre le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ça fait désordre. Ça fait désordre, ça fait redite, ça fait retour vers le futur, parce qu'on a l'impression d'entendre les passes d'armes entre Elisabeth Guigou et Jean-Pierre Chevènement, pour ceux qui ont vécu un peu la fin du XXe siècle, sur le sentiment d'insécurité, sur la justice des mineurs, etc. Donc, se dire que sur des sujets comme ça, on n'a pas beaucoup avancé en 20 ans, c'est pas très bon. Gilles Cabrol, Dupond-Moretti ne l'a pas compris, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, n'a pas compris que les Français étaient très majoritairement attachés à l'ordre républicain, au respect du principe de sûreté et à quelques principes fondateurs de notre vivre ensemble. Je ne sais pas s'il ne l'a pas compris, mais je suis pas sûr qu'il ait vraiment intégré le fait qu'aujourd'hui il n'est plus témoin. Un témoin qui interpelle avec beaucoup de talent et parfois beaucoup de profondeur et de vérité d'ailleurs, quand il dit attendez, il donne les chiffres d'exécution des peines, de la délinquance des mineurs, il n'a pas tort, il les invente pas ces chiffres, ils existent. Mais sa posture à lui, c'est plus celle d'un témoin, c'est celle d'un acteur. Il ne doit pas contempler les désordres ou les relativiser, d'autant que les Français, eux, ils les relativisent pas parce qu'ils les vivent. Il doit agir sur cette réalité. Alors, il ne s'est pas mis dans cette posture-là encore, me semble-t-il. On sort à peine de l'été. Certains de nos auditeurs se souviennent pendant l'été de sa prestation télévisée sur BFM TV, très écoutée et très relayée, au micro d'Apolline de Malherbe. Il semblait justement prendre le taureau par les cornes sur tous ces sujets régaliens. Vous êtes déçu, là, un mois après ? Alors même que j'avais trouvé son intervention intéressante, rafraîchissante, plus encore, parce que un ministre qui parle comme tout le monde, ça fait du bien. C'est quand même pas très fréquent, il faut dire ce qu'il est. Et ça allait dans le sens de ce qu'on dit, c'est-à-dire comment Macron essaye de réparer sa relation avec cette France abandonnée. Oui, et de rapprocher un petit peu le politique du citoyen, c'est ce qui est essentiel, parce qu'on voit bien cette déconnexion qui ne cesse de s'agrandir, qui est énorme. Les gens qui se disent, bon, ok, ils vivent dans leur monde, ils vivent dans leur bulle, ils racontent leurs trucs, nous, ça nous concerne pas, chacun vit sa vie, on va essayer de se débrouiller comme on peut. Voilà, c'est ça l'état d'esprit quand même de beaucoup de Français. Et moi, j'avais trouvé plutôt bien d'avoir un Dupond-Moretti qui vient pas du sérail politique, qui a son franc-parler, qui a du talent, etc., etc. N'empêche que quand même, il y a des fondamentaux en politique. Quand on est ministre, on porte une politique et on essaye de se mettre dans le sens de ce que les citoyens attendent de vous. Là, très honnêtement, ça me paraît décalé. Je dis pas ça par tropisme préfectoral et donc pour davantage tresser des lauriers à Gérald Darmanin. Je trouve qu'il y a, sur un autre registre, il y a d'autres choses qui actuellement tiennent plus de l'agitation communicationnelle que de l'action. Alors le problème, et je le dis à leur décharge à l'un à l'autre, au gouvernement et au président de la République dans leur ensemble, c'est que le temps désormais est très court, qu'il y a d'autres priorités, il y a le Covid, il y a la crise sociale, et que donc pour faire du structurel, parce qu'on a besoin que de ça, sur la justice, l'état des prisons, l'état des commissariats donc en matière de police, l'équipement des policiers, la loi pénale, tout ça, ça prend énormément de temps, et donc ce temps-là, ils ne l'ont plus. Ils ne l'ont pas, et je pense que jusqu'à la présidentielle, on va vivre comme ça un petit peu, avec du quotidien, au jour le jour, et malheureusement, c'est pas ça qu'il faut. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous êtes Affaires publiques, on est avec vous, cher Gilles Clavreul. D'après vous, justement, Gérald Darmanin, le premier flic de France, c'est un bon flic, il est républicain dans le sens que vous aimez ?
Non, mais il fait ce qu'il... Enfin, comment dire, il agit, il se manifeste, il bouge beaucoup. Encore une fois, tout ça, c'est très bien, mais concrètement, quel est le... Enfin, vous venez de dire agitation communicationnelle. Oui, bah, justement, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Parce que s'il n'y a que ça, d'après vous, ça ne suffit pas. D'après vous, le macronisme, c'est une forme de... D'après vous, je sais pas, mais le macronisme, oui. Il y a un substrat républicain ou c'est du républicanisme d'affichage ? Bah, je me le demande, je pose la question, et ce que je crains, c'est que ce ne soit très difficile de traduire en actes structurels, en profondeur, c'est-à-dire de changer la structure de l'État, la manière dont les personnels sont affectés, la politique d'équipement, la construction des prisons, par exemple, pour prendre ce sujet. Justement, ça fait partie de la rentrée. Vous avez signé, là, pendant l'été, un livre que le Covid vous a vraisemblablement inspiré sur l'État, aux excellentes éditions de l'Observatoire. Vous avez le sentiment que là aussi, le président de la République, après avoir été un fervent chantre, disons, du néolibéralisme économique, a recentré en quelque sorte son logiciel vers quelque chose de plus, je ne sais pas comment dire, de plus social interventionniste ? Oui, mais il a eu plusieurs phases dans sa formation. C'est le côté caméléon de l'identité du président de la République. Oui, qui s'adapte. Alors justement, qui s'adapte à son rôle et aux attentes des Français. Ça, tant mieux. Je ne peux pas lui jeter la pierre, bien au contraire. Non, mais disons que par rapport à d'autres personnalités politiques, par rapport notamment à Manuel Valls ou à Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron a un côté plus caméléonesque. Oui, mais encore une fois, si c'est du pragmatisme, puis vous savez, comme disait Churchill, changer d'avis, c'est pas important du moment que c'est dans le bon sens. Donc ça, c'est pas la question. La question, c'est va-t-il réussir à rétablir un lien de confiance avec les Français ? Alors pour lui-même, ça c'est son destin politique, sa réélection, c'est une chose, mais plus encore pour la France, voilà. Et ça, il faut reconstruire le lien très fort, historique, entre les citoyens et l'État. Ce lien s'est abîmé, il n'est pas rompu, il s'est abîmé dans le temps, sur la durée. Il faut donc le rétablir. Et c'est ce que je dis, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'il faut entreprendre, mille choses en réalité, pour y parvenir. Ça ne peut se faire que dans la durée et la profondeur, et le temps de communication et le temps très court qui nous sépare maintenant déjà des élections futures. Alors justement, cette conversation est passionnante ce matin avec vous, Gilles Clavreul, délégué général du think tank L'Aurore au micro d'Affaires publiques. Vous le dites, il y a plusieurs temporalités dans la vie politique. Macron, il a géré la temporalité immédiate. Il gère aussi une temporalité plus longue, qui est celle de, comme vous le dites, de son probable désir de réélection. Pourquoi cette faille du macronisme par rapport à la question de la République, que vous soulignez, en dépit de certains commentateurs qui sont aujourd'hui plus modérés, pourquoi cette faille ne bénéficie au fond ni à la gauche social-démocrate, on va dire Jospin-Hollande s'il faut faire vite, ou Jospin-Hollande et Anne Hidalgo potentiellement, ni à la droite républicaine modérée qui essaye de se reconstruire avec des personnalités comme Christian Jacob et ceux et celles qui l'entourent. C'est deux sujets différents. Enfin, par définition, c'est deux sujets différents, mais droite et gauche ne sont pas mis ne sont pas mises dans les mêmes difficultés, dans la même problématique. Mais on sait que, par exemple, une tentative politique qui avait été souvent évoquée comme celle de Bernard Cazeneuve, de faire exister un pôle anti-macronien de gauche républicaine, pour l'instant, ça n'a pas vraiment pris corps. Non, en effet, non pas, enfin, c'est pas la question de Bernard Cazeneuve lui-même, évidemment, voilà. Qui, je ne sais pas s'il souhaitera prendre une telle initiative. Ce que je sais, c'est que à droite, la droite est coincée en fait entre l'extrême droite et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a quasiment réussi l'opération de grand remplacement de la droite, en fait, de la droite modérée, parce que il est libéral en économie, parce que il défend plutôt l'autorité de l'État. Bon, bref, il n'y a plus beaucoup d'espace, et pour le moment, la droite classique, je ne sais pas si ça se confirmera notamment à la présidentielle, mais la droite classique n'a plus d'oxygène, plus d'espace. Nicolas Sarkozy lui apporte une aide définitive, vous pensez ?
Je sais. Alors ça c'est intéressant parce que en tout cas plus il aide Macron, moins il aide ses anciens camarades et soutien. Oui, ça c'est clair. À gauche, pour vous, l'ex-président de la République aide l'actuel locataire. Je ne sais pas s'il l'aide, mais je pense d'ailleurs qu'il est prudent. Oui, il dit qu'il lui donne des conseils, mais il sait très bien que s'il se met à adouber son successeur, alors il flingue tous ses alors successeurs putatif de droite de sa famille politique. Donc je pense qu'il veut pas faire ça et il peut pas faire ça à sa famille politique. La gauche a un tout autre problème. La gauche est à l'étiage historique. Si on voit tous les sondages, toutes les enquêtes d'opinion, le total de toutes les voix de gauche, ça fait peut-être 25%. Ça a jamais été aussi bas. Jamais aussi bas. Donc je crains, malheureusement, je le regrette vraiment, que la gauche ne soit la grande absente des prochaines élections nationales. Vous qui êtes à la tête d'un think tank, qu'est-ce que vous pensez d'initiatives de la société civile, d'intellectuels, de journalistes? On pense notamment par exemple à celle de Laurent Geoffrin qui est intéressante, de rassembler autour de lui une vie intellectuelle social-démocrate pour peut-être demain porter ou aider à porter la candidature d'un socialiste ou d'un social-démocrate qu'on n'aurait pas vu encore. Mais tout ça c'est très bien, mais je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème purement politique qui est de rester dans le schéma de l'union de la gauche. Moi, je crois que le schéma de l'union de la gauche n'est plus possible aujourd'hui. Vous croyez que Laurent Geoffrin est sur l'union de la gauche? Je suis pas sûr, c'est pas évident. Pas sûr. Je suis pas, mais bon, reste que l'essentiel des familles politiques, des leaders politiques de gauche, on l'a encore vu là aux différentes universités d'été, ils sont dans une logique d'union de la gauche. Il y a au moins deux questions qui font qu'à mon avis elle n'est pas possible. La question écologique, ou plutôt l'impact d'un certain extrémisme écologique qui n'est pas généralisé mais enfin qui est quand même très présent en matière économique. On voit bien la contradiction majeure aujourd'hui qu'il y a quand on parle plan de relance, soutien à l'économie, etc., à mettre tout un tas de contraintes, certaines justifiées, d'autres c'est plus contestable. Et puis il y a la question républicaine, parce que une partie de la gauche aujourd'hui, le NPA depuis très longtemps, la France Insoumise depuis plus récemment, et une bonne partie des écologistes également, ne sont pas sur une ligne républicaine. Donc, union de la gauche dans ces conditions, ça me paraît pas possible. Alors, nous sommes dans une séquence qui est marquée par les procès à l'encontre des commanditaires et des différents acteurs des meurtres, des assassinats et des attaques terroristes de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo. C'est évidemment très important parce que c'est au cœur aussi de la nouvelle matrice républicaine. Est-ce qu'on n'assiste pas quand même à la victoire, après son départ en Espagne, des idées fondamentales de l'ex-premier ministre Manuel Valls? Oui et non, c'est-à-dire oui au sens où on s'aperçoit qu'il avait quand même raison sur beaucoup de constats et qu'il avait mis le doigt sur des choses. Disons qu'un certain nombre de choses que vous aviez dites ensemble à l'époque étaient prémonitoires. Et se sont avérées exactes. Oui, mais non, puisque depuis 5 ans, d'autres que moi l'ont dit avec beaucoup de force. Je pense à notre ami Richard Malka, par exemple. Depuis 5 ans, on a perdu beaucoup de terrain. Depuis les attentats, on a perdu beaucoup de terrain. On le voit même d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion. Le soutien à Charlie est en régression, et ce qui est terriblement inquiétant. De terrain sur le terrain, dans cette France, justement, qu'ignorent certains responsables politiques, ou de terrain dans certains médias qui, au fond, hurlent avec les loups? Je crois qu'il y a un vrai problème. Il y a un problème de responsabilité des élites. En France, d'une façon. Quand je dis les élites, c'est très large, c'est pas seulement la classe politique, mais quel est le discours qu'on a tenu ces dernières années et même immédiatement après les attentats? C'est on peut être Charlie ou pas Charlie. Qui disait ça? Le président de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco. Il est toujours en poste aujourd'hui. Donc on a eu pendant ces années-là Manuel Valls et en même temps Jean-Louis Bianco. Alors, c'est pas possible de faire du en même temps. Aujourd'hui, le moment de la clarification est arrivé. Gilles Clavreul, c'est un plaisir de vous avoir à Affaires publiques. Il y a un espace pour un retour hypothétique de Manuel Valls sur la scène politique et idéologique française? Ça, je sais pas. C'est à lui de le dire et c'est à lui de le trouver. Vous croyez qu'il en a envie? Il a surtout envie de se rendre utile à son pays, il l'a dit, donc je ne vais pas parler à sa place. Simplement, il faut que les conditions soient réunies. Là, pour le moment, je ne suis pas certain qu'elles le soient.
sa trajectoire est formidablement parallèle avec celle de... Et dans un an, elles peuvent l'être. Avec celle de l'homme politique pour lequel il a beaucoup d'admiration, Georges Clemenceau. Voilà. Clemenceau a eu 2 périodes de sa vie. Il a été un jeune parlementaire impétueux, puis un relativement jeune ministre, et puis il a disparu de la scène politique, et puis il est revenu à l'âge mûr comme chef de guerre dans les moments les plus difficiles. Est-ce qu'il aura la même trajectoire jusqu'au bout? On verra bien. Peut-être chef de guerre en 2021. On attend, en tout cas, vous reviendrez nous en parler à Judaïque FM. Merci d'être passé par notre radio, Gilles Clavreul. À très bientôt, et on vous retrouve sur le site de l'Aurore, www.l'aurore.fr, c'est ça? l'aurorethinktank.fr. l'aurorethinktank.fr. Toutes mes excuses et Shabbat Shalom à toutes et à tous. Affaires publiques, l'émission politique de Judaïque FM présentée par Alexis Lacroix.